nombreux. Ça nous fait bien plaisir. On a le plaisir ce soir d'accueillir Marie-Françoise Renard. C'est un grand honneur pour nous. Avant d'introduire la conférence, je vous ai comme d'habitude annoncé quelques conférences. Plus fort. Oui, d'accord. Mais c'est vrai, on entend derrière. Hein? C'est vrai, on entend derrière, surtout. On entend très mal là, oui. Donc, la prochaine conférence aura lieu, c'est bon hein, Oui. le 17 novembre à 20h au cinéma Le Rio. On projettera le documentaire Les Heures Heureuses de Martine Derès, suivi d'un débat avec Lionel Bétel, qui est cadre de santé en pédopsychiatrie au centre hospitalier Sainte-Marie, et moi-même. Martine Derès a fait des études théâtrales d'abord, elle était comédienne avant de se diriger vers le cinéma documentaire. Elle a été formée aux ateliers Varon, puis à l'USAS, master de documentaire de création. Elle a réalisé Lire Lieu commun en 2003, White Spirit en 2006. Elle s'intéresse depuis quelques années au monde de la psychiatrie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette conférence, cette projection, en travaillant à la préparation de son long métrage sur les îles de Saint-Alban. Le documentaire, effectivement, se passe sur ce lieu qui s'appelle Saint-Alban, qui est l'hôpital de Saint-Alban, en Lozère, et qui a joué un rôle très important dans la psychiatrie, puisque c'est dans ce lieu où il y a eu beaucoup d'intellectuels, de réfugiés, et puis, je vais vous développer un peu plus après. Elle a rencontré le célèbre psychiatre Jean Houry aussi, avec qui elle avait réalisé un long métrage, un long film, qui était composé d'entretiens, qui s'appelait Le sous-bois des insensés. Ça date de 2015. Pour vous situer un peu ce documentaire, qui s'appelle donc Les Heures Heureuses, il faut savoir que 40 000 internés sont morts de faim entre 39 et 45. L'hôpital de Saint-Alban, sur l'Humanol, a été épargné. Pourquoi? La réalisatrice va chercher la réponse dans les archives qu'elle retrouve du lieu et dans la parole des soignants. Le film composé d'images d'archives nous plonge dans l'histoire passée, inaperçue de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère. Dès les années 30, les malades mentaux circulaient quasi librement dans les rues et les champs, participant à la vie quotidienne, effectuant divers travaux, reliures, menuiseries et même développement photographique. Et il faut dire que c'est à partir de ce lieu où il y a eu un certain nombre de psychiatres, dont Toscaïès évidemment, dont Lucien Bonafé, c'est à partir de là où s'est élaboré pas mal de pensées, dont la psychothérapie institutionnelle. C'est également élaboré la politique de secteur étant des zones géographiques avec des équipes interprofessionnelles au plus près des habitants, les dispensaires, etc., etc. C'est là aussi où s'est constitué les CMA avec le docteur de maison. Donc voilà, tout simplement, c'est pour vous donner l'idée que c'est un film intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir et c'est vraiment intéressant. Le 15 décembre, il y aura vite fait Bertrand Cochard qui nous présentera son dernier livre sur Guy Debord et la philosophie. Et tant que j'y suis, je voulais vous préciser aussi, puisque nous sommes partenaires avec les amis Luma, leur prochaine conférence aura lieu le 27 octobre, ici bien sûr, avec Bernard Vasseur, et la thématique c'est Sortir du capitalisme. Voilà. Donc, je présente Madame Marie-Françoise Renard, qui a créé l'Université d'Auvergne, à l'école d'économie. Elle est responsable de l'IDREC, l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, au CERDI. Le CERDI, le CERDI, l'IDREC, c'est l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, c'est ça. Vous êtes membre du comité éditorial de Chine Économie Privée. Vous avez de nombreuses fonctions, vous avez été doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de Clermont, membre du Conseil national des universités, professeur de l'université de Grenoble, maître de conférence à l'université de Toulon, etc. Vous avez publié plusieurs livres, dont La Chine dans l'économie mondiale, entre dépendance et domination, c'est celui-là le dernier. Vous en avez également fait un autre, enfin même plusieurs politique de la concurrence et stratégie industrielle, regard croisé sur l'économie, en juin 2020. Bon, vous avez publié de nombreux articles. Je vais passer peut-être pour introduire un peu le sujet. Donc la thématique, c'est l'économie chinoise dans la tourmente.
La Chine se trouve depuis quelques années dans une nouvelle phase de transition économique après une période de forte croissance qui a fait d'elle l'atelier du monde. Des réformes structurelles sont indispensables, mais le gouvernement doit gérer une conjoncture difficile aussi bien au plan interne qu'au plan international. Stratégie zéro Covid, crise immobilière, vieillissement de la population, le durcissement des contrôles gouvernementaux, sanctions américaines, j'ajouterai le problème concernant les lots, difficultés qui pèsent sur l'activité économique. La Chine peut-elle poursuivre son développement dans ce nouveau contexte? Donc cette conférence propose une analyse des causes, des difficultés actuelles de l'économie de la Chine et des conséquences sur ses relations avec le reste du monde. Plusieurs questions vont être abordées, qui sont abordées dans ce petit livre-là, qui synthétise le problème qu'on va évoquer. Et à ce sujet aussi, mais peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, je parle aussi de ce petit fascicule de la presse universitaire Blaise Pascal, où il y a de nombreux sujets qui sont abordés. Vous verrez à l'extérieur, sur la table, il y a des livres qui sont pas chers, 4,50 €, et qui apportent de nombreux sujets qui sont très intéressants. Voilà. Je crois que je vais vous laisser la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation à parler de l'économie de la Chine. J'espère qu'à la fin de cette conférence, vous aurez l'impression d'avoir quelques éclaircissements sur un sujet dont on parle beaucoup. Pendant l'exposé, j'ai choisi, comme indiqué dans le titre, et puis c'était un peu la commande, de me centrer sur l'aspect économique. Je vais essayer de laisser assez de temps de parole pour qu'on puisse élargir le sujet éventuellement, et en tout cas qu'il y ait suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Alors, le sujet, c'est la situation économique actuelle. On parle beaucoup des problèmes de l'économie chinoise. Je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Au XXe siècle, la Chine a connu la fin de l'Empire, la création d'une république. Elle a connu une guerre avec le Japon, elle a connu une guerre civile, elle a connu 30 ans de maoïsme. Et donc, énormément de turbulences, de situations extrêmement graves, parce que, évidemment, la guerre avec le Japon, qui a été terrible, la guerre civile, etc., sont des événements qui ont énormément marqué la population dans sa vie même. Et donc, la période Mao aussi, qui a entraîné des changements profonds dans la société chinoise. Et donc, cette première partie du XXe siècle a été marquée par ces événements majeurs. Et donc, je commencerai la période de l'analyse économique 3 ans après la mort de Mao. Mao mort en 1976. Et ensuite, il y a 3 ans d'alternance au pouvoir, etc. Et en 1979, c'est Deng Xiaoping qui prend le pouvoir. Il a été un compagnon de Mao pour, à un moment donné, s'en écarter, ou du moins être écarté et envoyé dans le Liaoning. Puis il revient au pouvoir à ce moment-là. Alors, quel est le contexte dans lequel vont être mises en place des réformes fondamentales pour l'évolution de la Chine? Alors, en 1979, de mémoire, au moment où la Chine a mis en place ces réformes, le PIB par tête de la Chine devait être à peu près 1/3 du PIB par tête des pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres dans cet exposé, mais celui-ci est assez marquant. On sait que les pays d'Afrique subsaharienne sont des pays de très grande pauvreté, dans lesquels le développement humain, certes connu ces dernières années des améliorations, mais on sait bien qu'en matière de santé ou en matière d'éducation, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et a fortiori en 1979. Donc la Chine était un pays très très largement agricole et d'une très grande pauvreté. Et donc, la question qui s'est posée à ce moment-là, c'était la question de la survie du régime politique. Comment maintenir le régime politique, le système politique, dans ce contexte-là? Et la réponse qui venait immédiatement, c'était d'améliorer la situation de la population en changeant le régime économique. Et Deng Xiaoping a été, alors on emploie souvent le terme de visionnaire, mais je pense que c'est vrai, pour savoir utiliser
les institutions existantes pour mettre en place des réformes fondamentales. Il a une forte opposition au sein du Parti communiste. Les plus conservateurs ne veulent pas de changement, de ces changements économiques. Et il va introduire des mécanismes de marché en s'appuyant sur une forte décentralisation. Les réformes, elles vont commencer bien sûr dans l'agriculture, puisque c'est la très très grande majorité de la population. Alors, l'agriculture était organisée sous forme de communes populaires, mais depuis quelques années, il y avait eu des expériences d'individualisation des fermes. C'est-à-dire que les paysans ne voulaient pas continuer avec le système des communes populaires qui ne leur convenait pas, comme souvent d'ailleurs dans les expériences qui ont été faites dans d'autres économies en développement, parce que certains considéraient qu'ils participaient beaucoup à l'activité économique et qu'ils en récoltaient peu par rapport à d'autres. Et donc l'expérience qui est faite, c'est une expérience de partage des terres qui permet aux agriculteurs de cultiver leurs terres et de garder le bénéfice de ce qu'ils ont cultivé. Cela va se faire de façon assez discrète dans une province avec un succès certain. C'est-à-dire que quand certains agriculteurs ont commencé à faire ça, cela a essaimé et d'autres agriculteurs, devant les résultats obtenus, ont voulu en faire autant. Et le gouverneur de cette province va laisser faire en considérant que c'est une amélioration et que c'est pas la peine d'en parler trop, de demander trop de changements, mais qu'on va laisser faire cette évolution. Et ce gouverneur deviendra d'ailleurs par la suite Premier ministre, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a une expérience, des expériences isolées d'individualisation des terres qui, petit à petit, vont être généralisées. Alors, lorsque Deng Xiaoping veut généraliser ce principe, c'est-à-dire dire, eh bien, désormais, les paysans pourront se partager les terres et cultiver leurs propres terres, il s'est affronté à une opposition au sein du Parti communiste, et pour se défendre, il va dire, mais en fait, on va commencer par les provinces les plus pauvres. Et c'était assez malin, puisque les provinces qui étaient les plus riches, qui étaient les provinces côtières, étaient les plus industrialisées. Donc elles étaient les moins concernées, on peut dire, par ces réformes dans l'agriculture. Donc il va faire passer les choses comme ça, et cette réforme s'institue petit à petit. Donc les agriculteurs commencent à partager les terres et à pouvoir produire sur leurs propres terres et récupérer leur propre production. Petit à petit, ils ont le droit de vendre cette production sur les marchés. Cela va beaucoup améliorer la productivité parce que les agriculteurs bénéficiant du fruit de leur propre travail vont être beaucoup plus productifs. Et donc, on va voir se développer la production, les échanges de biens alimentaires. Les marchés étaient précédemment interdits, donc on va voir refleurir, si l'on peut dire, ces marchés de produits agricoles. Et petit à petit, on va améliorer les revenus, améliorer les techniques de production, acheter des engrais, etc., etc. Et cette réforme a été un très grand succès qui va améliorer le niveau de revenu de la population. Et donc très vite, comme dans n'importe quel pays, quand une réforme est un grand succès, eh bien on a envie de la poursuivre. Et donc elle va se généraliser, ce système va se généraliser à l'ensemble de la Chine. Autre réforme très liée à celle-ci, c'est que le gouvernement va autoriser la création de ce que l'on appelle les entreprises collectives. Alors les entreprises collectives représentent une expérience très intéressante pour un économiste parce qu'en économie, on apprend que pour qu'un système économique soit efficace et que des marchés fonctionnent bien, il faut que les droits de propriété soient bien définis. C'est-à-dire que l'on sache très exactement de quoi on est propriétaire, puisque dès lors qu'on est propriétaire, on a des droits sur notre propriété. Or, ces entreprises collectives, elles avaient une propriété qui était très mal définie, puisqu'elles appartenaient à la collectivité, et non pas à un individu, non pas au gouvernement. Et donc, ce ne sont pas des entreprises d'État, ce ne sont pas des entreprises privées. Généralement, elles sont gérées par un membre du Parti communiste, qui a un pouvoir local important, et elles sont gérées selon les principes de l'économie de marché. C'est-à-dire que si elles ne font pas de bénéfices, elles font faillite.
Et il va y avoir énormément de faillites, parce que les gens ne savent pas gérer une entreprise, et il y aura énormément de faillites. Mais il y en a beaucoup qui vont très bien réussir. Et elles vont représenter après le peu, je pourrais dire, enfin les quelques privatisations qu'il y aura au début des années 2000, puisque les plus efficaces seront privatisées au début des années 2000. Donc, dans cette période, rapidement, dans les années 80, on va avoir une multiplication de ces entreprises collectives qui vont être des entreprises de production qui, selon les provinces, vont se spécialiser dans le textile ou dans la mécanique. Elles vont fabriquer, par exemple, des matériaux pour l'agriculture, produire des tracteurs, etc., etc., et soutenir beaucoup l'économie. Donc, ces entreprises se développent, et en même temps qu'elles se développent et que se développe l'efficacité de l'agriculture, l'augmentation de la productivité dans l'agriculture, eh bien, ça libère de la main-d'œuvre. On n'a pas besoin d'autant de main-d'œuvre dans l'agriculture puisque la production est plus efficace. Et cette main-d'œuvre, elle va migrer vers les villes, ce qui n'est pas autorisé. Je fais juste une petite parenthèse, il ne faut pas que je sois trop longue. Une petite parenthèse sur ce sujet. Il existe en Chine un système qui s'appelle le hukou, qui est une sorte de livret de famille qui indique si vous êtes rural ou si vous êtes urbain. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ce que cela représente, mais il faut savoir qu'au moment de la mise en place des réformes, cette population rurale, elle n'avait aucun droit. Il y a pas, la protection sociale était offerte par les communes populaires qui fournissaient un médecin, de l'enseignement, etc. Avec la fin des communes populaires, tout ça va être beaucoup mis à mal, mais ce système de hukou va persister, c'est-à-dire que les gens sont définis comme des ruraux et ils n'ont pas le droit d'aller en ville. Et s'ils vont en ville, ils perdent leur droit. C'est-à-dire que l'école gratuite dont ils bénéficient dans leur village, par exemple, s'ils vont dans une ville, ils perdent le droit à l'école gratuite, ils perdent le droit aux soins gratuits. Donc s'ils bougent, on ne les met pas en prison parce qu'ils ont migré, mais ils perdent leur droit. Alors malgré ça, il va y avoir énormément de migration, de gens qui vont aller travailler dans des usines qui se créent grâce à cette libération, entre guillemets, de la main-d'œuvre, de l'agriculture, qui va aller vers l'industrie, et notamment qui va aller soit dans les villes des provinces concernées, soit en grand nombre dans les villes côtières, dans la province du Guangdong par exemple, et dans les provinces côtières, qui sont celles qui vont le plus s'industrialiser. Et donc, cette main-d'œuvre va aller travailler dans ces usines et envoyer une partie de son salaire dans la famille restée dans les zones rurales. Et ce modèle va fonctionner pendant des années. Et puis, en 1989, il y a les événements de Tiananmen. Lorsque les étudiants ont réclamé plus de liberté, ils n'ont pas réclamé beaucoup de choses en fait, hein. Ils ont réclamé plus de liberté, plus de démocratie. Pardon. Ils ont été soutenus par le Premier ministre de l'époque. Et en fait, le point de départ, c'est de se regrouper à la suite de la mort d'un ancien ministre auquel les étudiants étaient attachés, qu'ils appréciaient beaucoup. Ils se sont regroupés pour lui rendre hommage. Et c'est ces regroupements pacifiques qui ont déclenché le début de ces événements, qui vont connaître les résultats dramatiques que vous connaissez. Et pendant 2 ans, toutes les réformes vont être gelées. Et puis en 1991, Deng Xiaoping fait un voyage dans le sud de la Chine où il annonce non seulement la reprise des réformes, mais une accélération des réformes et une ouverture économique plus importante. Et l'évolution économique avait permis d'obtenir plus de prix de marché. Quand on regarde, j'ai pas voulu mettre de PowerPoint pour pas être trop long, mais quand on regarde l'évolution des prix, on voit bien que les prix administrés, qui étaient 100% des prix avant les réformes, diminuent petit à petit pour laisser la place à des prix de marché, et on améliore la technologie, on améliore les revenus, et les entreprises privées se développent. Beaucoup dans les services, les restaurants, les commerces, etc. Et donc, à partir de 91, on sait qu'il faut pallier le manque d'investissement des années précédentes, donc mettre l'accent sur l'investissement.
Donc soutenir l'épargne, quitte à limiter la consommation. Et c'est ce modèle de développement qui va prévaloir, avec un rôle très important donné aux gouvernements locaux, dans un pays très grand, très fragmenté, avec du protectionnisme aux frontières de chaque province, donc une fragmentation importante. Il faut savoir que les gouverneurs sont nommés par le gouvernement, enfin en tout cas par le Parti communiste, et leur carrière est faite par le gouvernement. Donc ils ont intérêt, par le Parti communiste, ils ont intérêt à soutenir la politique économique du gouvernement, et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc ils sont en relais très important de la politique économique. J'en reparlerai tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'en parler trop longuement, mais j'en reparlerai tout à l'heure, parce qu'ils sont un élément très important de la mise en place de la politique économique en Chine. Et donc, il y a un autre, donc les gouverneurs vont jouer un rôle très important. Il y a un autre type d'institution qui va jouer un rôle important, sont les entreprises d'État. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Les entreprises d'État vont être centrales dans le développement économique de la Chine. Elles sont la cible des pays étrangers qui vont considérer à juste titre, bien sûr, que c'est une atteinte à l'économie de marché, mais la Chine n'a jamais dit qu'elle n'aurait pas d'entreprise d'État. Et elles vont soutenir beaucoup l'économie chinoise. Et le gouvernement décide alors d'une ouverture économique sur l'étranger dont elle a besoin. Dès le début des réformes, elle a besoin d'investissements, elle a besoin de capitaux. Le gros besoin de la croissance chinoise, ce sont les capitaux. D'abord les capitaux étrangers qui vont massivement venir de Taïwan, en passant par Hong Kong, capitaux taïwanais et capitaux de la diaspora chinoise en Asie, aux États-Unis, mais très largement en Asie. Donc la diaspora chinoise joue un rôle très important dans les investissements étrangers en Chine à ce moment-là. Et donc l'accent est mis sur les investissements étrangers et sur les investissements nationaux. Pour développer l'ouverture internationale, on va créer des zones économiques spéciales qui seront spéciales, comme leur nom l'indique. C'est-à-dire que les entreprises dans ces zones auront des droits qui n'existent pas ailleurs. Les entreprises étrangères auront le droit de s'implanter avec des considérations, des conditions très préférentielles. Pas d'impôts, un soutien massif, etc. Les premières zones économiques spéciales seront créées dans les provinces côtières, notamment proches de Hong Kong, avec l'idée qu'il y aura un effet d'apprentissage, notamment en Shenzhen, qu'il y aura un effet d'apprentissage des pratiques de Hong Kong et de Macao pour aider les entrepreneurs chinois à apprendre ce que c'est comment fonctionne une économie de marché. Et donc, ces zones économiques spéciales, au départ, vont concentrer les importations et les exportations de la Chine, qui vont après s'étendre à l'ensemble du territoire. Au début, seules des sociétés de commerce vont avoir le droit de commercer. Il y en a 9 au début des réformes, elles deviennent des milliers, et puis ensuite tout le monde aura le droit de commercer. Donc il y a un accroissement très très important de l'ouverture internationale grâce au système que les économistes appellent l'avantage comparatif, c'est-à-dire si vous êtes un pays qui a beaucoup de main-d'œuvre, il faut vous spécialiser dans des produits qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Si au contraire vous êtes un pays qui a beaucoup de capital, vous devez vous spécialiser dans les produits qui nécessitent beaucoup de capital. Alors, cette théorie de l'avantage comparatif, après, elle va être précisée, elle va être un peu plus détaillée que ça, mais la règle générale, c'est ça. Et ce qui s'était passé dans beaucoup de pays, y compris dans la période Mao, c'est que beaucoup de pays vont vouloir développer des activités intensives en capital alors qu'ils n'ont pas de capital. Et donc, ça a été beaucoup d'expériences d'Amérique latine, par exemple. Ce qu'on a appelé les politiques de substitution aux importations pour ne pas dépendre de l'étranger, qui généralement n'ont pas été efficaces parce qu'elles étaient beaucoup trop coûteuses dans des pays qui n'avaient pas de capital. Donc, ce que va faire la Chine, c'est attirer les capitaux étrangers, bénéficier de cette diaspora chinoise. Si on pense à l'exil des Russes au début du XXe siècle, ils ne vont pas créer une diaspora qui, après, pourrait aider le pays. Contrairement aux Chinois, qui sont partis au début des années 50, à la fin des années 40 ou au début des années 50, finalement 30 ans avant les réformes.
c'est pas très loin, c'est pas très long, et qui vont gagner de l'argent ailleurs, et qui vont, dès 80, investir en Chine massivement et soutenir le développement de la Chine. Et donc, la Chine devient l'usine du monde, et elle va bousculer le monde, on peut dire, en réorganisant la géographie de la production mondiale. La Chine devient un producteur majeur, fait une concurrence à la plupart des grandes économies en produisant à très bas coût. Alors là non plus, je n'ai pas le temps de détailler cette concurrence qui a été très critiquée, qui a entraîné beaucoup de réserves quant à la mondialisation, qui sont des réserves justifiées, sauf à oublier que cela a énormément accru le pouvoir d'achat des plus pauvres, et à ne jamais oublier que le protectionnisme vis-à-vis des pays qui nous font de la concurrence sur ce type de produit atteint les plus pauvres. C'est jamais les plus riches qui seront pénalisés, c'est les plus pauvres qui seront pénalisés. Et le commerce, les importations de produits chinois, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique, a permis d'énormément augmenter la consommation. Alors on peut discuter du modèle fondé sur l'augmentation de la consommation, mais dans tous les cas, ça a permis à une partie de la population d'accéder à des fours à micro-ondes, des mobylettes, des téléphones portables, des ordinateurs, etc., etc. Et donc, on a eu une réorganisation de la production mondiale en raison de l'évolution de l'économie chinoise. Alors, ce système a fonctionné de cette façon avec une très forte croissance. Et aujourd'hui, on parle de fortes difficultés économiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de ces difficultés économiques? Je crois que pour les comprendre, il faut d'abord voir comment marche l'économie chinoise et quelles sont ses particularités, ou une particularité. Quand on dit que, si on dit la France a 2% de taux de croissance, c'est parce qu'à la fin de l'année, on a observé que la croissance, le taux de croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées, à peu près, dans l'économie. Donc ça représente l'évolution de la production. À la fin de l'année, l'INSEE observe qu'on a augmenté de 2% cette valeur ajoutée. En Chine, ça ne se passe pas comme ça. En Chine, le gouvernement annonce, cette année, il l'annonce lors de la rentrée des parlements en mars, et généralement c'est le Premier ministre, qui annonce cette année le taux de croissance sera de 6%, ou sera de 9%. Et on va agir pour obtenir un taux de croissance de 6% ou de 9%. Et donc on inverse les choses. Ce qui veut dire que très vite, le système va être fondé sur de l'endettement. Comme je vous le disais il y a un instant, on va demander aux gouverneurs locaux d'être les relais de la politique économique du gouvernement. Et pour être ces relais, cela veut dire qu'ils vont soutenir la croissance économique. Donc ils vont eux-mêmes mettre en place des politiques économiques qui soutiennent la croissance. Et si à un moment donné, ils craignent qu'il y ait moins de croissance et qu'il y ait du chômage, eh bien ils vont soutenir les investissements, quitte à investir eux-mêmes, quitte à s'endetter, ce qui est illégal. Le gouvernement, il n'a pas le droit de s'endetter. Donc, les gouvernements vont créer des systèmes, ce qu'on appelle des véhicules de financement, des systèmes intermédiaires qui vont permettre des financements qui sont garantis par des terres qui appartiennent à l'État, donc en l'occurrence le gouvernement local, garantis par des terres. Et donc, on va construire un système où, pour obtenir le taux de croissance défini officiellement, eh bien, on va s'endetter. Et il ne faut pas oublier, ça c'est le premier point, la grande question. Il ne faut pas oublier que comme les gouverneurs sont nommés et promus par le Parti communiste, ils ont intérêt à se faire remarquer par leur efficacité. Il y a souvent eu des conflits il y a toujours des oppositions entre gouvernement central et gouvernements locaux qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts ou les mêmes opinions. Et donc, les gouverneurs vont soutenir cette politique et pour obtenir le taux de croissance, vont inciter à l'endettement. Et petit à petit, on va avoir une croissance économique qui fonctionne sur de l'endettement. Alors, d'autre part, en l'absence d'élection, le gouvernement tient en grande partie
sa légitimité de son aptitude à améliorer la qualité de vie de la population et à maintenir auprès de la population la conviction que c'est le Parti communiste qui est le mieux à même d'assurer son bien-être. Ce qui est un enjeu important. Et donc, les options qui sont offertes au gouvernement aujourd'hui lui offrent une faible marge de manœuvre parce que, depuis quelques années, le pays se trouve dans une situation charnière. Il doit éviter de tomber dans ce que l'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires. On a vu dans tous les pays en développement connaître une croissance économique, et puis soit on a une croissance qui leur permet de devenir un pays développé, soit ils stagnent et ils restent à ce niveau, comme la Malaisie, comme la Thaïlande, etc., qui n'arrivent pas à passer ce cap. La Chine est arrivée à un niveau de revenus relativement élevé, de développement relativement élevé, sans pour autant atteindre le stade de pays développé. Pour cela, elle a besoin de plus fonder sa croissance sur la consommation et moins sur l'investissement, et elle doit améliorer la qualité de sa production, notamment du point de vue technologique. Et le président chinois l'a rappelé l'année dernière, il faut une croissance plus réelle. Je vais revenir dans un instant sur ce que cela veut dire. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir une croissance plus qualitative. Et le gouvernement doit gérer des contraintes économiques qui ont de fortes implications politiques. Les implications politiques, c'est la stabilité intérieure et le maintien d'une forte insertion internationale. Alors, pour cela, le gouvernement a présenté la notion de circulation duale, c'est-à-dire, en Chine, depuis toujours, on a souvent des expressions comme ça, qui expriment une sorte de résumé de ce que va être la politique économique. Alors, l'idée, c'est que la circulation domestique, les échanges domestiques et la circulation internationale se renforcent l'un l'autre. Donc, aujourd'hui, on a une situation, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un fort surplus extérieur qui reflète l'insuffisance de la demande intérieure, en fait. Et on observe qu'il faut relancer la demande intérieure, on le dit depuis longtemps. Les mesures de politique économique qui ont été prises avec la pandémie sont des mesures de soutien à l'offre, essentiellement, et non pas des mesures de soutien à la demande. Le revenu des ménages a diminué proportionnellement, sa croissance s'est très fortement atténuée, son revenu disponible s'est très fortement atténué, et aujourd'hui, les consommateurs observent une très grande prudence dans leurs dépenses. Et donc, l'effort doit porter sur le marché intérieur, sur le développement de la consommation, sur le soutien aux entreprises de technologie. Alors, la pandémie a montré que certains secteurs restaient très dynamiques. Alors évidemment, les ventes en ligne, qui sont un secteur qui a absolument explosé en Chine. Mais la stratégie de reprise qui vise à maintenir la confiance de la population dans la capacité du gouvernement à lui assurer un revenu décent et en même temps en poursuivant un objectif de montée en gamme, est difficile à mettre en place pour des raisons qui expliquent les contraintes, et c'est ce que je vous expliquais. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une contrainte internationale forte. D'abord la guerre commerciale avec les États-Unis, dont je vais vous parler, je vais essayer rapidement, je suis très bavarde, et également une sorte de recomposition du monde. Et on voit aujourd'hui, alors j'ai dit je me limiterai aux questions d'économie, mais on aura sans doute lors du débat l'occasion d'élargir ça. Il y a un sujet, quelque chose qui m'a semblé très important. Quand les Nations Unies ont demandé à la communauté internationale, aux membres des Nations Unies, de se prononcer contre l'invasion russe en Ukraine, on observe qu'un grand nombre de pays, dont la Chine, se sont abstenus, et qu'un certain nombre de pays qui ne sont pas les amis de la Chine se sont néanmoins abstenus. C'est le cas de l'Inde, par exemple. L'Inde est proche des États-Unis,
fait la guerre aux frontières avec la Chine, mais néanmoins s'est abstenu. On a une volonté au niveau international, de la part des pays émergents et en développement, de ne pas s'aligner sur l'ordre économique mondial tel qu'il a été défini après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire ça d'une partie de l'Europe. L'Europe n'a pas envie de s'aligner sur les États-Unis. Il y a une évolution de l'alignement systématique de l'Europe sur les États-Unis. Et le reste du monde remet en cause cette hégémonie américaine. C'est une remise en cause difficile parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas véritablement à remettre en cause le rôle du dollar. Mais donc, on a une réorganisation qui donne une place nouvelle à la Chine, et en tout cas que la Chine espère utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on a des blocs. On n'a pas une opposition comme on l'a connue par le passé, avec un groupe de pays qui ferait bloc. Les gens qui votent comme la Chine aux Nations Unies ne sont pas forcément les amis de la Chine. Et peuvent s'opposer à la Chine sur d'autres sujets. Ce sont des alliances de circonstances, mais à un moment donné, des alliances quand même. Alors, quels sont les principaux problèmes économiques que connaît la Chine aujourd'hui? Premier problème, le rééquilibrage macroéconomique. Je l'ai dit, quand on a mis en place les réformes, on a beaucoup insisté sur l'investissement qui était indispensable pour produire. Et pour qu'il y ait de l'investissement, on va favoriser l'épargne. Et depuis la fin des années 80, l'épargne atteint 50%. Dès la fin des années 80, l'épargne atteint 50% du PIB, ce que l'on ne voit nulle part ailleurs. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a un tel taux d'épargne. Et le système bancaire qui reçoit cette épargne, c'est le principal intermédiaire de l'épargne en Chine, il a mis cette énorme épargne à la disposition des entreprises, notamment du secteur immobilier, à la disposition des gouvernements locaux, avec des taux d'intérêt artificiellement bas, à la demande du gouvernement, déterminés par le gouvernement. Et donc, il en est résulté une croissance économique très rapide, grâce à ces investissements très élevés qui ont permis de produire. Et cette dynamique a permis à la Chine de compenser le sous-investissement qu'elle connaissait avant. Donc, pendant plus de 10 ans, la Chine a investi la moitié de son PIB. Et elle est confrontée à une sorte de piège aujourd'hui, une sorte de piège caché. Parce que, il y a un moment, pendant toute cette période-là, elle avait besoin d'investir. C'est-à-dire que son stock de capital, son investissement, était insuffisant par rapport aux besoins des entreprises et des ménages. Et puis il arrive un moment où l'investissement ne peut plus être absorbé par les ménages ou les entreprises parce qu'il ne correspond pas à une demande. Et donc normalement, on devrait trouver des investissements plus productifs ou arrêter d'investir parce que ces investissements, ils sont improductifs. Mais comme il fallait maintenir le niveau de croissance, on a continué à investir. Et on a produit des immeubles non habités et on a produit des infrastructures inutiles pour soutenir la croissance. Alors ça a soutenu la croissance, mais une sorte de croissance artificielle. Et c'est la raison pour laquelle le président chinois a dit l'année dernière qu'il fallait une croissance réelle et non pas une croissance artificielle. Et c'est un signal que l'on a aujourd'hui, et on en a d'autres, que la Chine va sans doute abandonner ce taux de croissance fixé dès le départ. Et je reviendrai tout à l'heure, sans doute qu'une des seules solutions pour la Chine aujourd'hui, c'est d'accepter d'avoir un très faible taux de croissance. Mais elle devrait pour cela passer à une stratégie différente en favorisant la consommation au détriment de l'investissement. Alors certains considèrent que cette situation dure depuis une quinzaine d'années et que, évidemment, à ce moment-là, le poids de la dette chinoise a commencé à augmenter. Ces investissements, ils ne rapportaient pas d'argent. Alors, il faut voir que, si on veut être honnête, que vers 2008 à peu près, le gouvernement avait voulu enclencher des réformes et que la crise des subprimes a arrêté la mise en place de ces réformes.
la Chine n'était pas insérée dans le système financier international avec un compte de capital qui était fermé, donc elle ne subissait pas l'aspect financier de la crise, elle subissait la crise de ses clients. Comme l'Europe et les États-Unis connaissaient une grave crise économique, ils ont beaucoup moins importé, donc elle a beaucoup moins exporté. Et donc, elle a soutenu ces entreprises pénalisées par la baisse des exportations. Toutes ces entreprises, notamment des provinces côtières, qui ont perdu énormément d'exportations, qui devaient licencier des gens qui repartaient dans leur province natale, etc. Le gouvernement, à ce moment-là, est intervenu pour à nouveau retourner dans cette spirale d'investissement, d'endettement, etc. Et donc, normalement, quand une économie canalise de la dette vers des investissements productifs, eh bien, ce que rapportent ces investissements compense la dette. Mais il faut que ce soit productif. Quand la dette finance des investissements dont les coûts sont inférieurs aux avantages, eh bien, on s'endette encore plus. Et c'est ce qui s'est passé avec la Chine. Et la dette et la charge de la dette a beaucoup augmenté. Les chiffres officiels aujourd'hui, c'est 280% du PIB. C'est une des croissances de la dette les plus rapides du monde. L'avantage, entre guillemets, de la Chine, on pourrait dire, c'est que son endettement, il est très peu extérieur. C'est un endettement qui est interne. Et les principales sources de la dette, ce sont les investissements dans le secteur immobilier chinois. Alors, je vais dire deux mots de ce secteur immobilier dont on parle beaucoup et qui a une part importante dans la crise aujourd'hui. Quand il a fallu, c'est pour ça que je vous ai expliqué comment on définissait la croissance en Chine, on fixait artificiellement un taux de croissance. Pour atteindre ce taux de croissance, on a investi, et on a investi dans l'immobilier. Il y a aussi des raisons sociales. Le niveau de vie des Chinois s'est amélioré à partir ça va être 2008, même un peu avant, les salaires ont augmenté, ils ont même fortement augmenté dans certaines provinces ou dans les grandes villes, et il est devenu impératif, par exemple, pour quelqu'un qui voulait se marier, d'acheter un appartement. Je me souviens avoir participé à un colloque en Chine il y a déjà assez longtemps, où un de mes collègues universitaires avait fait une étude sur le taux de propriété des Chinois, et j'avais été absolument stupéfaite des chiffres obtenus. Il y a 90% des gens peut-être qui sont propriétaires d'au moins un appartement. Donc la propriété est quelque chose de très important. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives en matière de placement financier. Donc les gens placent leur épargne en achetant des appartements, un appartement, deux appartements, voire 3 ou 4 appartements. Donc l'immobilier est devenu un secteur très florissant qui représentait pratiquement le tiers du produit intérieur brut. Et petit à petit, ce secteur immobilier a soutenu la croissance avec aussi le secteur des infrastructures, toujours soutenu par les gouvernements locaux. C'est-à-dire qu'on a construit des voies de chemin de fer ou des autoroutes absolument sous-utilisées, donc avec un coût très important, des stades, etc. Enfin bon, des choses comme on voit dans ces cas-là. Mais c'est un secteur qui est devenu politiquement important, notamment pour les élites locales, qui se sont inquiétés et se sont demandé comment ils allaient reprendre la main sur cette dette. Et donc, il est très très impossible, très très difficile, de contraindre ces acteurs économiques et de contraindre le secteur immobilier sans agir sur la croissance économique. Pourtant, en 2021, le gouvernement a fait un pas important, les autorités de réglementation, en définissant ce que l'on a appelé les 3 lignes rouges, qui fixent un certain nombre de ratios d'endettement, un ratio de dette sur actifs, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, peu importe. C'est un certain nombre de ratios que devaient respecter les entreprises immobilières. Cette décision était une décision qui visait à assainir le système pour limiter l'endettement de ces entreprises. Et c'était une décision pertinente. Sauf que cela s'est conjugué avec le Covid et avec les difficultés pour les entreprises de faire face à leurs obligations. Il faut savoir que pratiquement 45% des achats d'appartements en Chine sont des achats sur plan. Donc vous achetez un appartement, vous payez des mensualités, l'appartement il est en train de se construire.
dans la mesure où les entreprises ont eu des limites à leur capacité d'endettement. Elles ont été obligées, elles se sont trouvées un peu piégées par le fait qu'elles s'endettaient pour continuer à construire des appartements. Et qu'à partir du moment où on leur a dit « vous ne pouvez plus vous endetter », ben, elles n'ont plus pu continuer à construire des appartements. Et là, je fais une autre parenthèse. Ces entreprises, comme beaucoup de grandes entreprises en Chine, se sont très fortement diversifiées, avec parfois, assez souvent, une assez faible compétence de gestion. C'est-à-dire que les entreprises investissaient, on l'a vu dans d'autres pays, des entreprises, y compris dans des pays développés, des entreprises qui se diversifient dans les secteurs dans lesquels elles n'ont pas de savoir-faire, et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, elles ne savent pas faire. Et il y a eu toute une époque en France, dans les années 80-90, où on a vu toutes ces ventes et ces rachats d'entreprises, les gens qui rachetaient des entreprises dans tous les secteurs qu'ils ne connaissaient pas, et ça ne marchait pas. Parce qu'ils n'avaient aucune expérience ou aucun savoir-faire de secteur. Et là, on a des grandes entreprises. L'exemple le plus connu est celui d'Evergrande, qui sait, le patron d'Evergrande a racheté des entreprises automobiles, des associations de football, etc., domaine dans lequel il est tout à fait incompétent, donc il a perdu énormément d'argent, donc il s'est endetté encore plus. Et le gouvernement s'est trouvé dans une situation extrêmement compliquée, en disant, si on laisse ces entreprises faire faillite, il va y avoir une crise économique grave. 30% du PIB, c'est que le secteur immobilier. Mais une crise dans l'immobilier, c'est aussi une crise dans tout le secteur de la construction, dans le secteur de l'équipement des appartements, dans tout un tas de secteurs annexes qui travaillent pour ce secteur, le ciment, tout ce qu'on veut. Et donc si on les laisse faire faillite, c'est ça. Si on les aide, ça rend tous les contrôles peu crédibles. Parce qu'on va vous dire, on vous met une contrainte, mais ne vous inquiétez pas, si ça va mal, on va lever la contrainte dans 6 mois. Et donc, le gouvernement a essayé de prendre des mesures au cas par cas pour renégocier les dettes, restructurer les dettes, sans que les entreprises fassent faillite, mais sans modifier les ratios d'endettement. Néanmoins, on observe une crise assez grave, puisque beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à leur appartement. Et on a vu des gens qui ne peuvent plus à la fois payer un loyer et l'achat de leur appartement, et qui vont dans un appartement qui n'est pas fini de construire. Donc les gouvernements locaux les aident. Dans ce cas-là, il y a une très forte hiérarchie administrative en Chine, et c'est toujours les gouvernements de proximité qui vont essayer d'aider les ménages et de calmer la colère éventuelle des gens. Et on a vu dans ces systèmes d'endettement et de crise, le gouvernement central intervenir parfois contre les autorités locales. On a vu lorsque des banques corrompues ne pouvaient pas rembourser, et vous avez peut-être vu sur le journal ou quelle que soit vos sources d'information, des provinces dans lesquelles, les gens ont vu d'un seul coup leur test Covid virer au rouge pour ne pas entrer dans la province parce qu'ils venaient chercher leur argent et que la banque ne pouvait pas leur donner. Et là, le gouvernement central est intervenu pour fermer les banques, pour rendre l'argent aux gens, etc. Donc, alors il y a eu une corruption importante malgré la lutte contre la corruption, et donc cette crise dans le secteur de l'immobilier, elle a des répercussions extrêmement importantes dans le reste de l'économie, et elle montre les limites du cœur même du modèle économique fondé sur l'endettement. Et donc aujourd'hui, les gens ont peur d'un écroulement des prix. Donc pour les investisseurs, c'est quelque chose qui est assez grave. Et donc la question qui se pose, et le gouvernement ne répond pas très clairement, c'est qui va payer. Parce qu'on va sauver en partie l'immobilier, il va être assaini et en partie sauvé. Mais est-ce que ce sont les ménages qui vont payer au prix de leur consommation, c'est-à-dire sans pouvoir consommer plus? Est-ce que ce sont les gouvernements locaux? Est-ce que c'est le gouvernement central? Il n'y a pas de réponse claire qui est donnée pour le moment. Et cette question, donc au cœur du système économique chinois, il est à relier à une autre question qui est celui du ralentissement de la productivité, de l'efficacité de la production et du rôle des entreprises d'État. Les entreprises d'État ont un rôle extrêmement important dans l'économie chinoise.
elles ont d'abord un rôle politique. Il y a toujours eu en Chine une présence du Parti communiste dans toutes les institutions, dans toutes les entreprises, dans toutes les universités, toutes les institutions, il y a un représentant du Parti communiste. Pendant des années, il n'était pas très actif. Il était là, il participait aux réunions, etc. Il n'était pas très actif. Il est devenu beaucoup plus actif, particulièrement depuis 2019, où les cellules du Parti communiste jouent un rôle qui est quand même très très important. Il ne faut pas oublier que dans l'économie chinoise, 40% de l'activité économique, de la production, est assurée par le secteur public. Les grandes entreprises, les administrations, etc. Et on considère que les entreprises d'État représentent presque un tiers du PIB. Alors, ces chiffres n'ont pas beaucoup évolué si on regarde le total. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder, non pas le total, mais la structure. Il y a beaucoup d'entreprises d'État qui ont fermé, qui ont été restructurées, etc. Et aujourd'hui, les entreprises d'État sont dominantes dans les secteurs stratégiques. Et l'énergie, l'aéronautique, les télécommunications, les banques, la construction navale, etc. Et le gouvernement a voulu et a réussi à créer des champions nationaux qui ont un rôle au niveau international. Si vous regardez les grandes entreprises telles qu'elles sont publiées par Fortune, etc., tous les ans, eh bien aujourd'hui, dans les 10 premières, il y a des entreprises chinoises, dans les banques par exemple, dans le secteur bancaire. Donc ces entreprises d'État, elles ont permis l'approfondissement du rôle de l'État dans les secteurs stratégiques et la constitution de champions nationaux, et elles ont vocation à être des leaders mondiaux, notamment dans le cadre des routes de la soie, mais j'en reparlerai. Le problème qui se pose aujourd'hui, alors, elle renforce, ça c'est quand même quelque chose de pas toujours très facile à comprendre dans le cas de la Chine, c'est qu'à la fois, elle renforce le contrôle politique, mais elles soutiennent, elles essayent de soutenir une logique de marché. Et elles évoluent pour plus prendre en compte les contraintes de marché. Alors depuis des années, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais depuis des années, il y a eu des réformes, beaucoup de projets de réforme des entreprises d'État, en disant une partie d'entre elles resteraient des entreprises purement politiques, d'autres seraient des entreprises qui fonctionneraient comme des entreprises privées. Alors cette réforme, elle est difficile à mettre en place. Progressivement, il y a cette évolution qui fait qu'une partie des entreprises d'État essayent quand même de fonctionner avec plus de logique de marché. Mais il y a un point qui est important, c'est que ces entreprises se voient confier par l'État des missions stratégiques. Mission stratégique de développer des partenariats avec les entreprises étrangères pour faire des transferts de technologie, pour monter des co-entreprises avec des entreprises étrangères, pour garantir une forme d'intégrité ou de comportement stratégique dans les télécommunications, dans des secteurs très stratégiques et dans la poursuite, la cohérence des chaînes de valeur. D'essayer de jouer aussi un rôle important dans des segments de niche, et j'y reviendrai, pour agir sur la définition des standards internationaux, des normes internationales. Ça, c'est un élément qui est très important. Et la Chine veut jouer un rôle dans les normes internationales. Quand on a les normes NF, ce sont des normes françaises qui, d'une certaine façon, sont faites pour protéger de la concurrence. Quand on a créé ces normes NF, et je me souviens des périodes lointaines où j'étais étudiante, où j'ai commencé ma carrière, je m'intéressais beaucoup à la politique industrielle, et les industriels français ne voulaient pas des normes. Ils disaient c'est une atteinte à notre liberté, etc. Puis petit à petit, ils ont compris que c'était une forme de protectionnisme. Et que si ces normes étaient définies par les industriels français, ils pouvaient bloquer la présence de firmes étrangères qui ne rempliraient pas les normes. Aujourd'hui, ce sont des normes européennes qui ont bon dos, parce que généralement on les accuse de tous les maux, alors que souvent elles sont beaucoup moins importantes que les normes qui sont définies par la France, notamment, et qu'elles ont souvent pour objectif de protéger les producteurs européens parce que les producteurs étrangers
ne vont pas remplir ces normes. Donc il y a des gens qui travaillent en permanence sur la définition des normes. Alors, bien sûr, elles vont viser à protéger le consommateur, mais pas seulement. Et on voit bien qu'elles visent aussi à protéger les producteurs de la concurrence internationale. Et c'est pour ça que la Chine se met sur ce créneau pour participer à la définition des normes. Je vais vous donner un exemple. Quand on met dans les normes que le travail ne sera pas fait par des enfants, eh bien, un pays dans lequel les enfants travaillent, il ne pourra pas vendre ses produits. Donc vous voyez que les normes vont avoir un rôle qui est extrêmement important, et il y a une bagarre entre les pays développés et les pays en développement, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué, mais pour faire simple, sur cette définition des normes. Et donc, le rôle des entreprises, des grandes entreprises chinoises, ça sera aussi d'être présentes sur certains segments pour avoir un poids sur les normes. Et ça, alors je ne vais pas faire la promo du tout du livre, mais il est consacré qu'à l'aspect international, et je parle un peu de ces normes, alors je ne parle pas du tout de politique macroéconomique comme je l'ai fait précédemment. Parce que la définition, une des stratégies de la Chine aujourd'hui, ça va être justement de pouvoir jouer un rôle sur la définition des normes. C'est stratégique pour tous les pays et pour tous les producteurs. Et le lobbying qui se fait aujourd'hui à Bruxelles, il est largement sur la définition des normes. On en parle beaucoup en matière environnementale, et Dieu sait qu'en France, on essaye d'assouplir les contraintes environnementales dans la définition des normes. Donc c'est quelque chose, la définition des normes, c'est quelque chose d'absolument central. Donc ces sociétés d'État, elles jouent un rôle très très important. Et puis, elles jouent un rôle dans la coordination des projets d'innovation. Pour se développer aujourd'hui, pour ne pas tomber dans cette trappe des pays à revenus intermédiaires, la Chine doit innover. Elle doit développer sa consommation et elle doit innover, monter en gamme en matière de technologie. Ce qu'elle fait, mais alors il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, je n'ai pas le temps d'en parler puisque c'est un intérêt secondaire, mais la Chine annonce des projets dans certains secteurs de soutien en technologie et elle investit beaucoup en matière de recherche-développement, etc., pour soutenir la technologie. Et les entreprises d'État ont un rôle central dans la coordination de ces technologies. Le problème, c'est que souvent, ces très grosses entreprises sont moins efficaces que les start-up, comme dans d'autres pays, que des entreprises de petite taille. Et la question qui se pose aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est comment concilier ce rôle des grosses entreprises, qui est un rôle stratégique, mais dont on considère qu'elles sont moins efficaces que les entreprises privées. Comment concilier leur rôle avec le rôle des startups? Comment articuler l'innovation entre les startups et les entreprises d'État? Alors, donc la Chine se trouve confrontée à cette contrainte donc macroéconomique au niveau de l'ensemble de l'économie, de limiter l'investissement, de limiter l'endettement, de développer la consommation et de monter en gamme. Ça, c'est la contrainte globale. Mais elle a d'autres contraintes, d'autres défis, notamment les défis démographiques et sociaux. Elle connaît beaucoup de faiblesses quant à sa démographie et à sa protection sociale. Elle a bénéficié d'avantages démographiques certains pendant toute sa période de croissance rapide. Et elle bénéficiait de ce que l'on appelait un dividende démographique. Elle avait une population jeune, plutôt bien formée. La population chinoise n'avait pas un niveau de formation supérieur, mais il y avait très peu d'illettrisme, contrairement à beaucoup de pays pauvres ou pays en développement. Il y avait une généralisation de l'enseignement primaire, donc il y avait très peu d'illettrisme. Et donc la population active était très importante par rapport à la population inactive. Et puis, la politique de l'enfant unique a duré trop longtemps. Et je me souviens très très bien de beaucoup de discussions avec mes collègues chinois, notamment démographes, y compris au plus haut niveau de l'administration centrale qui est en charge de la planification, où des chercheurs disaient à cette époque-là, nous disaient dans les discussions, dans les conférences, il faudrait supprimer la politique de l'enfant unique. Et
beaucoup considèrent aujourd'hui que le gouvernement a agi 10 ans trop tard. Et donc, il faut savoir que tous les pays connaissent ce que l'on appelle une transition démographique. C'est-à-dire qu'on commence à voir une baisse de la mortalité, puis, très vite après, une baisse de la natalité. Tous les pays connaissent ça. Et il y a même des démographes qui ont fait des études pour voir s'il y avait des différences selon les religions. Et c'est pareil dans toutes les quelles que soient les religions. La tendance est la même. Au fur et à mesure que le pays se développe, on a une transition démographique. Mais ce que l'on observe aussi, c'est que cette transition démographique, elle s'observe quand les pays ont un niveau de développement supérieur à celui de la Chine au moment où elle a fait cette transition démographique. Parce que la transition démographique, elle a été forcée. La baisse de la natalité, qui date de 79, elle a été forcée. Ce n'est pas un mouvement qui était lié à la baisse de la mortalité. Et donc, quand on a mis en place d'abord, elle a été assouplie, c'est-à-dire que les couples qui étaient chacun enfant unique avaient le droit d'avoir 2 enfants. Puis, petit à petit, elle a été complètement supprimée. Mais alors que l'année d'après, le gouvernement avait prévu plus de 2 millions de naissances, il y en a eu à peu près 400 000. Parce que la population ne voulait pas avoir plus d'enfants. Et la politique démographique est aujourd'hui un échec. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. On allonge la durée des congés de maternité, on donne des primes, etc. Mais là encore, c'est comme les politiques faites dans d'autres pays, c'est qu'on sait très bien qu'un enfant, ça coûte cher pour des tas de raisons. Il faut avoir un appartement plus grand, il faut lui payer des études, payer des soins de santé, etc., etc. Dans un pays, la Chine, comme presque tous les pays d'Asie, où il y a une forte concurrence en matière d'éducation, et donc on fait donner des cours particuliers aux enfants, etc., etc. Donc le gouvernement a voulu donner un signal à la population, j'y reviendrai tout à l'heure, mais a voulu donner un signal en disant mais il faut rendre la vie moins chère, et par exemple, on va réglementer et quasiment supprimer les cours privés. Alors, on en a beaucoup parlé en disant que le gouvernement veut contrôler les cours qui sont donnés par les écoles privées. Ce n'est pas pour contrôler les cours, c'était pour donner un signal à la population que ce qui était très coûteux, on allait le supprimer et que les gens n'auraient plus le droit de créer ces écoles privées qui, le soir à la sortie d'école, donnaient des cours très coûteux. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout efficace parce que les gens qui ont de l'argent ont créé des réseaux parallèles privés où ils continuent de donner des cours particuliers à leurs enfants. Donc tout ça, c'est des systèmes, la Chine est de ce point de vue-là, comme les autres pays, on crée des systèmes parallèles, etc. Donc c'est des systèmes qui ne sont pas efficaces. Et puis d'autre part, il y a la question de l'argent. La Chine est un pays dans lequel il y a très peu de protection sociale. Je vous l'ai dit, dans la période Mao, la protection, elle était assurée par le collectif. Les gens qui travaillaient dans les entreprises d'État avaient une protection par l'entreprise. Dans les communes populaires, c'était la famille et la commune populaire. Et après, il n'y a plus que la famille. Alors, les gens qui travaillaient dans les entreprises d'État et qui travaillaient dans les villes avaient beaucoup plus de protection sociale. C'est une des raisons pour lesquelles l'immigration était interdite. On ne voulait pas que les gens aillent dans les villes et puissent bénéficier de la protection sociale que les gens avaient dans les villes. Donc, la sécurité sociale, elle existe aujourd'hui en Chine, mais avec un très faible niveau de remboursement. Ça ne permet pas à la population d'accéder à des soins de santé coûteux. Il existe un système de retraite, mais les retraites sont très faibles. Il est très difficile aux gens de vivre avec leur retraite dans un pays où les soins de santé sont devenus coûteux. Alors la qualité s'est beaucoup améliorée. Il y a bien sûr la médecine traditionnelle chinoise qui est de grande qualité, mais surtout préventive. Et on a développé une médecine occidentale qui est coûteuse, avec un système de santé qui serait là aussi profondément à revoir. Donc il n'y a pas les prestations sociales qu'un pays comme la France connaît, par exemple. Et donc, les gens font très attention à leurs revenus. Et puis d'autre part, il y a une évolution de la société chinoise parallèle à l'évolution des sociétés dans les autres pays.
Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de se marier et d'avoir des enfants. Elles préfèrent avoir une vie plus indépendante, un meilleur niveau de vie, etc. Il y a de plus en plus de couples qui vivent ensemble sans se marier et qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et donc, la société chinoise, elle s'est modernisée, elle a évolué. Et dans ce contexte financier compliqué, le fait d'avoir plus d'enfants n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Donc, cette réforme démographique est un échec et le vieillissement de la population va coûter de plus en plus cher à l'économie chinoise. Il y a une autre difficulté qui tient aux inégalités. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de politique de redistribution. Il n'y a pas une politique sociale qui va permettre de redistribuer de l'argent aux plus pauvres. Donc, pendant, là aussi, la période d'économie planifiée, il y avait très peu d'inégalités. Alors, les gens qui étaient au pouvoir, qui étaient les plus élevés dans la hiérarchie politique, évidemment, ils avaient beaucoup d'avantages, mais ce n'était pas véritablement des avantages financiers, ils avaient des avantages sous forme de maisons, etc. Mais petit à petit, la croissance économique, elle va se faire au prix d'un accroissement des inégalités, notamment entre les villes et les campagnes, très très fort accroissement, il suffit de traverser des provinces chinoises pour voir la différence entre les villes et les campagnes. Et quand il y a eu une atténuation des inégalités, cette atténuation, elle s'est faite grâce à la croissance économique et non pas grâce à la redistribution. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit, mais si on veut redistribuer des richesses, il faut de la croissance. C'est la croissance qui a permis de plus donner d'argent aux plus pauvres, de plus payer les plus pauvres. Et quand le président chinois a annoncé la lutte contre la grande pauvreté, quand il a dit qu'il allait éliminer la grande pauvreté, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça parce que ça dépend de l'endroit où on place le seuil. Comme il l'avait placé assez bas, c'est vrai que la plus grande pauvreté a été pratiquement éliminée. De toute façon, dans la période Deng Xiaoping, le niveau de vie des Chinois a énormément augmenté, c'est indiscutable. Et la plus grande pauvreté a été pratiquement éradiquée. Mais il reste beaucoup de pauvreté et surtout, la situation aujourd'hui, sans cette politique redistributive, est très difficile. Alors, le gouvernement, évidemment, il en est conscient. Et il faut savoir qu'en Chine, les réseaux sociaux sont extrêmement actifs. Et même s'il y a de la censure, elle arrive toujours a posteriori. Et les choses se savent, beaucoup, infiniment plus qu'avant. Les gens sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Et donc le gouvernement est au courant du mécontentement, de ce qui pose problème, etc. Donc ce qui a été annoncé, c'est qu'on allait prendre de l'argent aux plus riches pour les donner aux plus pauvres. Alors d'abord, les plus riches représentent 4% de la population, donc évidemment c'est absolument insuffisant pour redonner aux plus pauvres. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que l'argent qui a été ponctionné a été donné à des think tanks, à des associations, etc. etc. Et ce n'est pas du tout une politique redistributive. Une politique redistributive, elle ne peut être faite que par un gouvernement qui décide de mettre en place des lois qui protègent les individus. Elle ne peut pas être faite comme ça parce qu'un individu dit « je vais donner de l'argent à telle catégorie », donc ça ne marche pas très bien. Et là, l'épidémie de Covid-19 a surtout impacté les plus vulnérables. Les migrants, les fermiers, les auto-entrepreneurs, les femmes, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Ils ont été privés soit de leur emploi, soit d'une partie de leurs revenus. On a vu beaucoup de baisses de revenus, par exemple. Et donc, le risque de mécontentement et de mouvements sociaux n'est pas négligeable. Il y a très peu de protection contre le chômage. Ne sont considérés comme chômeurs que les gens qui se déclarent comme tels, ce qui est c'est une procédure administrative qui est assez lourde, et néanmoins, donc on a toujours un taux de chômage qui est stable autour de 5-6%, néanmoins on l'a vu augmenter, et aujourd'hui le chômage des jeunes il est de 20% en Chine, ce qui est un très mauvais signal. 20% c'est beaucoup. Et donc, l'objectif qui avait été annoncé par le président chinois, c'était la prospérité commune, donc une meilleure redistribution. Parce que quand on regarde, on voit très bien que les inégalités se sont accrues par une augmentation du poids des plus riches, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on a à redistribuer pour atténuer ces inégalités. Et donc, le gouvernement chinois essaie d'avoir des actions sur les inégalités sans avoir de politique sociale, ce qui est quand même très difficile. Alors,
Le secteur immobilier est une des sources d'inégalité, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à la propriété, alors que d'autres ont plusieurs appartements. Et donc, je vous ai dit, on essaye de faire des dons des plus riches, c'est pas très efficace. Donc, le gouvernement a mis en place, par l'intermédiaire des gouvernements locaux, des bons d'achat. Et on donne aux consommateurs des bons d'achat. Enfin, c'est très très peu efficace. Bien sûr, ça va aider les gens à ne pas se révolter, à pouvoir manger, à pouvoir subvenir à des besoins élémentaires, mais ça ne va pas donner confiance dans la reprise de la consommation. Et donc, on a un défi social qui est relativement important. Et je crois, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que l'opposition, les risques sociaux qu'il y a aujourd'hui en Chine ne sont pas tant, comme on le croit souvent ici ou comme on le dit souvent, des risques contre la politique en elle-même, contre le durcissement du régime, qui s'est durci sur un certain nombre de points, mais contre, par exemple, la politique, l'application de la politique zéro Covid. La politique en elle-même n'est pas véritable, n'a pas été remise en cause au départ parce que le système de santé chinois ne peut pas absorber un grand nombre de malades. En Chine, il n'y a pas de médecin généraliste, donc les gens vont à l'hôpital. Soit ils vont à un médecine traditionnelle chinoise, soit ils vont à l'hôpital. Ils font de l'auto-estimation de ce qu'ils ont et ils vont consulter un spécialiste. Donc c'est la foire d'empoigne, il y a beaucoup de consultations par Internet, c'est un système très compliqué et il ne peut pas absorber des situations d'urgence, comme on a vu en France, des gens qui doivent être hospitalisés en urgence, etc. D'où le caractère extrêmement strict des confinements pour limiter ces situations. Et donc, dans un premier temps, cette politique zéro Covid, elle a très probablement évité une hausse de la mortalité. C'est devenu beaucoup plus difficile quand on a vu que les applications de cette politique faisaient qu'on séparait des parents de leurs enfants ou qu'on n'avait pas la possibilité d'acheter de la nourriture. Moi, j'ai échangé avec des collègues chinois, à Shanghai notamment, qui disaient on voit la nourriture dans la cour de l'immeuble, mais comme on n'a pas le droit de sortir de notre appartement, on ne peut pas aller chercher la nourriture. Donc ça a entraîné des manifestations, alors évidemment parfaitement justifiées, des manifestations extrêmement importantes. Il y a une partie de la population qui n'a pas oublié qu'il y a 40 ans, elle n'avait pas les moyens de s'acheter des chaussures, et elle ne veut pas retomber dans cette situation. Donc, elle se méfie de manifestations politiques qui pourraient mettre en danger sa sécurité ou sa liberté, mais elle tient à maintenir sa qualité de vie, son niveau de vie, et dans les grandes villes, il y a une très très forte opposition à ces contrôles. Et aujourd'hui, l'opposition de la population à la mise en place de cette politique, elle est importante. Et je voyais tout à l'heure, juste avant de venir, dans une revue, un journal qui paraît tous les jours, qui est fait à Hong Kong, qui s'appelle South China Morning Post, un article d'un de mes collègues avec qui je travaille, qui est beaucoup venu à Clermont d'ailleurs, qui est le doyen de l'école d'économie de l'université Fudan à Shanghai, et qui disait qu'il faudrait laisser les gouvernements locaux innover en matière de politique de mise en place du Covid. C'est-à-dire, je pense qu'il a parfaitement raison, il faudrait adapter cette politique au cas, à la province dans laquelle on est, à la région dans laquelle on est. Parce qu'il y a des provinces très touchées, d'autres très peu. Et donc, il propose de confier aux gouvernements locaux une innovation en matière de mise en place des politiques. Et cela illustre, alors je l'ai lu il y a 2 heures, donc c'est tout frais, cela illustre, encore une fois, le rôle des gouvernements locaux dans la mise en place de la politique en Chine. Alors, est-ce que le gouvernement acceptera? On n'en sait rien. Jusqu'au 20e congrès du Parti communiste qui se tient dans quelques jours, on sait bien qu'on ne va pas changer cette politique zéro Covid, mais le gouvernement a annoncé que comment ça s'appelle, les courses le mot m'échappe, ça me reviendra, la course qui doit avoir lieu à Pékin sera maintenue, donc il y aura une très grande proximité entre les habitants. Donc ça veut dire, les gens disent peut-être qu'il va y avoir un certain relâchement de cette politique.
Et puis, il y a des défis environnementaux, je ne vais pas insister là-dessus, mais la Chine a toujours été victime d'accidents naturels, on manque d'eau, on a des vagues de chaleur, et on a un problème d'interconnexion géographique qui est importante. On a vu la crise dans le Sichuan. Dans cette province du Sichuan, 80% de l'énergie dépend des barrages hydrauliques. Comme il y a manque de flexibilité, manque d'interconnexion, eh bien, on a dû, pendant quelques jours, fermer des entreprises. Cela a fortement également atteint la production agricole et donc un impact économique très important. Et puis, on a, pour compenser, relancé des centrales à charbon. Donc, cette question du changement climatique, elle est très importante. Alors, la Chine a pris beaucoup de mesures pour améliorer la qualité environnementale, ce qui était indispensable. Les contraintes environnementales sont très lourdes. La qualité, en Chine, tout est pollué, l'air, le sol, l'eau, etc. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, encore une fois, comme dans d'autres pays, on se trouve confronté, on pourrait dire presque, à des injonctions contraires. On manque d'énergie, mais il faut continuer à mettre en place des politiques environnementales qui protègent l'environnement, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas rouvrir des centrales à charbon. Donc la contrainte environnementale pèse aussi sur l'économie, d'autant que la région du Sichuan, c'est une région qui a un rôle très important dans la production des batteries, des semi-conducteurs, des automobiles, de l'électronique. Donc si on pénalise son économie, on pénalise beaucoup l'économie chinoise. Alors, quels sont les enjeux pour demain? Alors, les enjeux pour demain, ils sont les mêmes qu'en 1979, c'est rester au pouvoir. Rester au pouvoir, ça veut dire améliorer la qualité de vie, les niveaux de vie, et avoir une croissance plus qualitative. Donc, avoir à la fois une montée en gamme et une indépendance stratégique. Pour cela, la Chine a mis en place des plans dont vous avez dû entendre parler, enfin, en tout cas un qui s'appelle Made in China 2025, dans lequel la Chine a défini des secteurs stratégiques pour lesquels elle met en place une politique industrielle. Ce plan Made in China 2025 lui a valu les foudres de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui ont craint non pas une hégémonie technologique de la Chine, mais un rattrapage technologique de la Chine. Alors c'est une crainte justifiée parce que c'est l'objectif de la Chine, de faire du rattrapage technologique. Alors le gap, d'une façon générale, il est très important. La Chine a un grand retard technologique, mais il y a des secteurs sur lesquels elle a récupéré beaucoup de son retard. Et elle a mis en place, elle a présenté un autre plan, alors de façon très discrète, qui s'appelle China Standard 2035, et qui a un peu échappé aux journalistes et à beaucoup de politiques, parce qu'on n'en parle jamais. Pourtant, c'est aussi un plan qui poursuit le précédent sur la définition des secteurs stratégiques pour la Chine, les investissements qui seront faits pour renforcer la sécurité économique du pays. Alors, cet objectif technologique, il est teinté de nationalisme, bien sûr. Et dès 2013, Xi Jinping a évoqué les technologies d'étranglement. Et cette crainte a été renforcée en 2018 lorsqu'il y a eu des sanctions américaines à l'encontre de l'entreprise ZTE, l'entreprise chinoise. À ce moment-là, le président chinois a dit qu'il fallait, il a fait un discours dans lequel il a dit aux Chinois qu'il fallait renforcer la résilience des chaînes de valeur industrielles et combler les lacunes du système de production nationale. Ça veut dire en gros, ce qu'on produisait à l'étranger et qu'on importait, eh bien désormais il faudrait le produire sur le territoire national. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses, notamment en amont des chaînes de valeur, dans la microélectronique, dans l'aéronautique, les équipements scientifiques, etc. Donc, à court terme, certaines technologies étrangères sont irremplaçables. Donc le gouvernement a annoncé dans le 14e plan que, à l'horizon 2025, il y a de gros efforts qui seront faits, 7% d'investissement dans la recherche-développement par an, par exemple, le plan de relance des infrastructures, surtout sur la 5G, sur l'intelligence artificielle, sur les chargements des véhicules électriques, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est d'être leader dans certains secteurs clés. Et comme chaque fois qu'on fait du rattrapage, et
je reviens un peu en arrière, mais juste entre parenthèses que je n'ai pas dit, les très forts taux de croissance de la Chine dans les années 80 s'expliquent aussi par la logique de rattrapage. Elle était dans une logique de rattrapage par rapport aux autres pays, donc ces investissements pouvaient être productifs. Donc, c'est très difficile de faire du rattrapage technologique, et la Chine a très bien compris qu'il y a des secteurs dans lesquels le retard était trop important. Mais il y a des secteurs stratégiques, et donc elle va essayer d'avoir des niches, parce que aujourd'hui elle est dépendante de la technologie étrangère, notamment de la technologie américaine, et notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Alors, même dans le domaine des semi-conducteurs, la Chine a fait des progrès dans le domaine des puces, dans un certain nombre de domaines, c'est très technique, donc je ne vais pas y revenir, je ne vais pas insister là-dessus, mais elle reste dépendante des technologies étrangères, donc elle essaye de devenir dominante sur certains secteurs très pointus, et elle a obtenu des très grands succès de rattrapage dans les domaines émergents, comme ce qu'on appelle les matériaux de troisième génération, les nouveaux matériaux, par exemple sur les terres rares, etc., sur la conduite autonome, sur les véhicules électriques et connectés. Et donc, il y a des domaines dans lesquels elle a eu un très fort rattrapage technologique. Et donc aujourd'hui, la Chine continue à attirer des investissements étrangers. Les investissements étrangers ont augmenté l'année dernière en Chine très fortement, parce que la Chine reste un pays qui a un marché très important pour les entreprises, mais elle devient aussi, pour certains secteurs, une plateforme d'exportation. Par exemple, dans certains secteurs automobiles, où des entreprises européennes vont s'allier à des entreprises chinoises pour produire des véhicules électriques et les exporter depuis la Chine. Donc on voit cette évolution des modèles économiques. Et puis il y a un autre enjeu, dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, qui est son rôle dans l'économie mondiale. Alors, son premier objectif, c'est se protéger des tentatives de découplage de la part des États-Unis. On a vu cette tentative de découplage avec Donald Trump, et on en a beaucoup parlé sous Donald Trump. On en parle beaucoup moins avec Biden, qui a mis en place des mesures protectionnistes beaucoup plus importantes que Trump, mais beaucoup plus discrètes aussi. Les États-Unis sont le pays qui a les mesures protectionnistes les plus redoutables au monde. Et j'ai enseigné ça pendant des années, et je peux vous dire qu'il y a un arsenal juridique exceptionnel aux États-Unis pour protéger l'économie américaine. Alors, pour répondre à cela, la Chine a fait un certain nombre de textes très vagues avec des lois qui prennent un peu le contre-pied des textes américains, qui, par exemple, parlent de contrôle, d'exportation de certains produits qui seraient stratégiques pour la sécurité intérieure. Ce qui est extrêmement vague, parce que c'est difficile de savoir ce qui est stratégique pour la sécurité nationale. Elle annonce qu'elle publiera des listes d'entités non fiables. Bon, tout ça, elle ne l'a pas fait. C'est une réponse aux États-Unis pour dire, bon, attention, on réfléchit aussi à des mesures qui pourraient répondre à ce que vous faites et qui pourraient vous pénaliser et pénaliser vos entreprises. Et on a bien vu que les entreprises américaines ont fait pression sous Trump sur le gouvernement américain pour atténuer les mesures contre la Chine, pour que les entreprises américaines puissent continuer à accéder au marché chinois. Et donc, il y a un espèce de jeu de pouvoir qui fait que chaque pays menace l'autre pour protéger sa sécurité nationale, ça c'est un objectif, mais que les menaces ne sont pas toujours mises à exécution. Et pour l'instant, je vais y revenir avec la politique commerciale, les menaces ne sont pas forcément mises à exécution. Donc ça, c'est la première chose, c'est se protéger des tentatives de découplage. On pourra en reparler dans le cas de la France ou de l'Europe pour savoir si on peut faire du découplage, lequel on peut faire. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Deuxième objectif, se recentrer sur les investissements dans les pays associés aux nouvelles routes de la soie. Et pour sécuriser ses approvisionnements, la Chine a réorienté ses investissements vers les pays qui ont des ressources naturelles, beaucoup vers les pays d'Asie, mais d'une façon générale,
vers les pays qui sont associés à ce projet très vague des nouvelles routes de la soie. Et ces 2 dernières années, il y a un quart des investissements qui étaient sur ces nouvelles routes de la soie. Alors, ces investissements permettent d'accueillir des entreprises étrangères, d'avoir des coopérations techniques, d'accueillir des ingénieurs et des chercheurs étrangers, ce dont la Chine est toujours très demandeur. Elle a mis en place des grands projets de recherche pour retenir ces chercheurs et pour accueillir des chercheurs étrangers. Elle a mis régulièrement des projets 1000 bourses pour les chercheurs étrangers, etc., qui vont travailler en Chine dans de très bonnes conditions. Et d'autre part, elle a décidé un contrôle des investissements sortants. Alors, à partir des années 2000, la Chine a commencé à beaucoup multiplier ses investissements à l'étranger. Avant les années 2000, c'était surtout des investissements étrangers qui allaient en Chine. À partir de 2000, la Chine a investi tous azimuts. Partout dans le monde, la Chine a investi. Et puis elle a décidé le gouvernement a décidé de contrôler ces investissements, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait beaucoup de gaspillage. Les Chinois investissaient dans des domaines qu'ils ne savaient pas gérer. On l'a vu, on le voit dans les vignobles français, par exemple, très mal gérés par les Chinois. Et puis, parce que beaucoup de ces investissements étaient en fait des fuites de capitaux, pour être sûr qu'on plaçait de l'argent à l'étranger. Beaucoup d'entreprises ont été achetées, on n'a jamais vu une équipe chinoise arriver et jamais rien ne s'est produit pendant des années. Donc la Chine a décidé de contrôler ces investissements à l'étranger et de donner un rôle central à ces grandes entreprises d'État dans les secteurs stratégiques, de façon à ce que ces investissements bénéficient à l'économie chinoise. Et dans le même temps, on a facilité les investissements entrants dans certains domaines. Et il y a des domaines dans lesquels la Chine a supprimé, par exemple, l'obligation de joint venture. Une entreprise étrangère peut, dans certains domaines, être à 100% propriétaire de son entreprise en Chine. Il y a une entreprise allemande qui vient de le faire, par exemple, dans le domaine de la chimie. Donc, d'une façon générale, avec ces routes de la soie, la Chine a une volonté de jouer un rôle de leader auprès des pays émergents et des pays en développement. Et ce projet, les nouvelles routes de la soie, il soutient l'influence de la Chine pour développer les normes internationales dont je vous parlais tout à l'heure. Les pays font pression pour développer d'autres normes que celles des pays développés, et ça c'est un enjeu qui est très important, pour contrôler les réseaux de communication, les réseaux électriques, les réseaux de communication dans certains pays, et pour accroître son pouvoir dans les institutions internationales. Et on a vu qu'elle était bien plus fortement représentée dans les institutions internationales. C'est un sujet qui est assez délicat. On en reparlera aussi peut-être lors des questions, parce que cela pose la question de savoir quelles valeurs on défend. Mais en même temps, la Chine est un très grand pays qui était absolument sous-représenté dans les institutions internationales, ce qui l'a conduit d'ailleurs à créer elle-même d'autres institutions rivales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Alors, vous savez, l'Union européenne a souhaité, par l'intermédiaire de Madame von der Leyen, de faire une réponse à ce projet des routes de la soie qui s'appelle Global Gateway, c'est-à-dire portail mondial, qui est un projet européen pour développer des nouvelles infrastructures dans les pays en développement, dans le domaine du numérique, de l'énergie, pour renforcer l'éducation, la santé, etc., et la recherche pour les pays en développement, en annonçant une somme de 300 milliards d'euros entre 2021 et 2027 pour être le pendant de ce projet des routes de la soie. Je n'ai pas le temps de commenter ce projet, mais voilà la réponse de l'Union européenne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions. Et puis, juste quelques mots, la question de la stratégie commerciale vis-à-vis des États-Unis. Alors, les droits de douane sont très élevés contre les produits chinois aux États-Unis. Ils sont passés entre 2018 et 2020 de 3 à 19%. Il y a un peu la hausse des taux. Et pourtant, les exportations chinoises vers les États-Unis battent des records et le surplus chinois vis-à-vis des États-Unis est plus important que jamais. Alors d'abord, la raison, c'est qu'il y a eu une hausse de la demande américaine de biens par rapport à la demande de services. Et les services, ils sont nationaux, les biens, ils peuvent être internationaux. Quand vous allez chez le coiffeur, c'est forcément pas loin.
Par contre, quand vous achetez une voiture, elle peut venir de n'importe où. Donc il y a une augmentation de la demande de biens aux États-Unis, ça a bénéficié à la Chine. D'autant qu'il n'y avait pas d'alternative dans la production américaine aux biens chinois. Et Trump a eu beau dire on va relocaliser les entreprises aux États-Unis, il faut acheter des produits américains, ça ne s'est pas produit. D'abord parce qu'on ne relocalise pas très facilement. Et je fais une parenthèse là-dessus parce que j'ai participé à une conférence cet été sur les questions de réindustrialisation. Enfin, je suis intervenue sur les questions de réindustrialisation et j'ai défendu, comme je le fais depuis de nombreuses années, en vain d'ailleurs, la politique industrielle et le fait qu'on fasse de la politique industrielle. Alors maintenant, l'Europe en fait depuis quelques années, mais la difficulté, c'est que tout le monde veut se réindustrialiser, mais personne ne veut une usine à côté de chez soi. Et il y a des contraintes dans la réindustrialisation qui sont des contraintes très fortes. Et donc, en fait, les consommateurs américains et les producteurs américains ont continué à acheter des produits chinois. Alors, il y a eu des sanctions américaines importantes sous Trump. La Chine a réagi assez modérément et a décidé de renforcer ses capacités en Asie pour échapper petit à petit aux pénalités américaines. Elle a adhéré au traité RCEP dont les États-Unis ne font pas partie et elle a candidaté à l'accord transpacifique dont les États-Unis se sont retirés. Donc elle multiplie ces accords internationaux pour se trouver des partenaires. Et finalement, elle a assez bien résisté à la guerre commerciale. Bien sûr, ça a coûté. Ça a coûté à la Chine, ça a coûté aux États-Unis. Dans les guerres commerciales, tout le monde est perdant. Ça, c'est une chose qui est certaine. Il y a des gagnants, mais tous les pays sont perdants. Et ce qui ne m'empêche pas de défendre le protectionnisme. Mais certaines formes de protectionnisme en lien avec la politique industrielle. Je n'ai pas le temps de développer ce point. Et donc, la Chine est dans une situation, le discours du gouvernement chinois, c'est de dire on défend le multilatéralisme. Ce qui est vrai. Sauf que le multilatéralisme, c'est pas tout le monde autour de la table. Le multilatéralisme à la chinoise, c'est pas tout le monde autour de la table. C'est la Chine face aux États-Unis, la Chine face à l'Australie, la Chine face au Japon, la Chine face à la France, etc. Bon, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais donc, la Chine se cherche des alliés et trouve des alliés, même si c'est ponctuel. Ce sont sur des sujets particuliers. Mais ces traités, ils sont très importants, puisqu'ils créent des zones de libre-échange qui sont favorables au commerce entre ces pays. Alors, comme j'ai été très très longue, je vais conclure. La tendance de l'économie chinoise, elle est à la baisse, au ralentissement. L'application de la politique zéro Covid est coûteuse. Encore une fois, elle a certainement été justifiée au départ, mais elle est coûteuse. Il y a un problème de confiance des ménages et des entreprises dans la reprise de l'économie. Donc cela n'incite pas à la consommation. Alors que la seule solution pour l'économie chinoise, c'est de relancer la consommation pour que la production nationale ait un débouché national. Il faut que les consommateurs achètent la production chinoise. Alors il y a eu une amélioration, il y a une classe moyenne qui est impossible à mesurer, mais qui est devenue importante en Chine, qui a un mode de consommation, des goûts de consommation qui sont très proches de celles des consommateurs européens, et les marques chinoises ont pris beaucoup de poids et de notoriété. Donc il faut développer le potentiel de consommation, et le problème, c'est que le gouvernement a une très faible marge de manœuvre. On le voit par exemple aujourd'hui, je vais vous donner cet exemple pour conclure, de la politique monétaire et des taux d'intérêt. On va baisser les taux d'intérêt pour rendre l'épargne moins intéressante. Les gens, ils épargnent, ils sont rémunérés par les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont bas, le gouvernement dit on va baisser les taux d'intérêt, cela va réorienter vers la consommation, puisque ce n'est pas intéressant d'épargner. Donc cela va inciter les gens à consommer. Sauf que ce n'est pas sûr, ils peuvent essayer de trouver d'autres placements, et puis d'autre part, ils peuvent être méfiants en disant on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc même si ça ne nous rapporte pas beaucoup, on continue à épargner. Mais cette politique de taux bas,
elle défavorise les taux de change. Parce que quand vous avez des taux, tous les taux sont liés, quand vous avez des taux qui sont bas, ça n'attire pas les capitaux étrangers. Pourquoi le dollar est si élevé aujourd'hui? Parce que la Banque centrale américaine a décidé d'élever des taux, donc ça attire les capitaux étrangers. Donc il y a une demande de dollars, donc ça fait monter le cours du dollar. C'est comme ça qu'on fait monter les taux d'intérêt. Et c'est comme ça que la politique monétaire américaine, elle est payée d'une certaine façon par le reste du monde. Donc, quand on fait une politique de taux bas, on essaie de favoriser la consommation, mais on pénalise les taux de change. Ce qui peut être à court terme favorable aux exportations, mais qui peuvent être déterminés par d'autres choses et d'autres valeurs, mais qui pénalise l'arrivée des capitaux étrangers et qui peut entraîner des fuites de capitaux. Donc quand on fait ça, il faut en même temps contrôler les sorties de capitaux. Et donc aujourd'hui, la difficulté de la Chine, c'est qu'elle est prise par des sortes d'injonctions contraires et qu'elle a une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite. Et je crois qu'il faut qu'elle accepte d'avoir un faible taux de croissance pour que dans cette marge de manœuvre, elle puisse essayer de relancer la consommation. Et j'ai retrouvé ce que je cherchais tout à l'heure, c'est le marathon de New York, de Pékin, qui va avoir lieu. Voilà. Donc, voilà, les grandes lignes, rapidement, enfin j'étais un peu longue, mais je suis restée à la superficie de ce qui est pénalisant aujourd'hui pour l'économie chinoise, et qui, comme d'ailleurs dans d'autres économies, fait qu'il y a une marge de manœuvre étroite, puisque quand on agit sur un indicateur économique, cela impacte aussi le reste de l'économie. Voilà, je vous remercie et je voudrais laisser la place aux questions. C'est nous qui vous remercions.